Une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. Nouvelle émission proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy et le Géoparc, une pierre deux coups, l'émission qui fait parler les cailloux. Cette émission sera présentée tous les mois par Thierry Pellissier et aujourd'hui nous avons également Catherine Marlas, présidente du parc, que je salue. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors cette émission, elle va parler de géoparc, de parc, de plein de choses liées à la nature, Thierry. Et oui, parce que notre territoire a un patrimoine fabuleux au niveau géologique et la plupart des gens l'ignorent ou du moins en savent peu de choses dessus. Donc faire parler les cailloux, c'est mieux les faire connaître, c'est les rendre accessibles à tous et on espère y arriver à travers cette émission. Alors donc, je le disais tout à l'heure, une émission qui se fait avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy et le Géoparc. Alors, c'est une entité que l'on connaît, mais que l'on connaît peut-être pas assez, Catherine. Oui, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, c'est vrai qu'on est un peu plus rompu à la fois à la terminologie, on va dire qu'il s'est installé dans le paysage lotois depuis quelques années, puisque nous avons créé le parc naturel en 1999. Donc voilà, ça fait maintenant 20 ans. Nous avons fêté cette année d'ailleurs, et effectivement, c'est assez connu. Il n'en demeure pas moins que le Géoparc est venu effectivement apporter un éclairage nouveau sur ce territoire, notamment par le caractère exceptionnel de sa géologie. Mais on peut dire, et on a l'habitude de dire, nous, que le parc naturel régional était géoparc depuis le début. Nous ne dissocions pas les deux projets. Un parc naturel régional, c'est un territoire qui a un classement, parc naturel régional, parce qu'il a une géomorphologie particulière et que ses patrimoines naturels, bâtis, paysagers et culturels, parce que c'est aussi important, ont un caractère exceptionnel qui mérite une attention particulière et qui ont été le fondement d'un projet issu du territoire. Et un géoparc, c'est la même chose, puisque effectivement, ne peut être classé géoparc qu'un territoire qui a une géologie exceptionnelle. Donc effectivement, on travaille, on peut dire que dès la création du parc naturel régional, cette idée de géoparc, elle était... même si on n'en parlait pas, en fait, on le porte intrinsèquement. Et effectivement, d'aller porter cette candidature à l'UNESCO, c'était pour nous, somme toute, logique. Alors, durant tous ces prochains mois, nous allons parler du géoparc, du parc et de ce que l'on peut y trouver sur ce territoire. Comment on peut faire la distinction entre un géoparc, une réserve naturelle nationale également, puisque Thierry, toi, tu es conservateur de la réserve naturelle nationale du Lot. Tout à fait, c'est-à-dire que, en fait, au départ, comme ça a déjà été dit, on a un patrimoine géologique unique, et ce patrimoine géologique unique, il est pour l'essentiel lié aux phosphatières et aux fossiles qu'on trouve à l'intérieur, et donc il a été pris en compte de deux façons. Donc par la création d'une réserve naturelle nationale, qui a été créée en 2015 et dont le parc est gestionnaire depuis maintenant 2016. C'est l'État qui a délégué cette gestion. Et d'autre part, par une démarche territoriale qui est la démarche du Géoparc mondial UNESCO. Donc moi, je suis conservateur de la réserve. Et sur cette réserve, donc, qu'est-ce que c'est qui est classé en réserve ? Bien, ce sont des parcelles disséminées en fait sur 20 communes du sud du territoire du parc et une commune extérieure qui est la commune de Creissac, donc en aval de Cahors. Et au total, cette réserve représente actuellement 800 hectares classés. Or, classé, ça veut dire qu'il y a un règlement particulier qui s'y applique, puisque la mission première de la réserve, qui est un outil réglementaire, c'est vraiment de surveiller, de protéger et de conserver en l'état, voire d'améliorer, si c'est possible, le patrimoine pour lequel elle a été créée. Voilà. Donc ça fait partie de sa mission première. Une mission que tu n'es pas tout seul à relever quand même.
Je ne suis absolument pas tout seul dans cette galère-là, si je peux dire, quoique le terme galère n'est pas tout à fait adapté, mais il y a déjà d'autres personnes sur le parc qui travaillent avec moi directement sur la ligne réserve naturelle, et il y a aussi tous les partenaires qui sont associés à ce travail-là. Donc il y a bien sûr l'État, puisque c'est lui qui est quand même, disons, le premier responsable de cette tâche-là, mais il y a aussi tous les partenaires scientifiques, d'une part. On a un partenariat permanent avec les paléontologues de différentes universités de France et de l'étranger aussi, Belgique, Australie, Allemagne maintenant, d'une part. D'autre part, il y a des partenaires plus locaux qui sont les spéléos, avec qui on a l'occasion de mener plusieurs types d'actions. Donc il y en a une qui s'inscrit justement dans l'amélioration, on va dire, de la situation actuelle, notamment à travers des opérations de dépollution de sites de phosphatières, puisque malheureusement, certaines, beaucoup même, ont servi de poubelles au cours des temps récents. Et puis, il y a un deuxième aspect qui concerne l'inventaire de la microfaune qui vit dans ses qualités et qui s'inscrit dans le cadre plus large, d'ailleurs, de tout ce qui vit sous terre dans nos cosses carcinois. Parmi les partenaires que viennent de... En plus des partenaires que vient de citer Thierry, on a aussi effectivement des collectivités locales qui ont en gestion directe ou pas des sites qui sont ouverts au public. Les phosphatières du Clou d'Oral à Bâche, et pour lesquels sont très impliqués à la fois l'association des phosphatières, mais aussi la communauté de communes du Pays de l'Albinque-Limogne. Et concernant la commune extérieure au parc naturel régional, qui est la commune de Creissac, en fait, c'est pour le site de la plage Optérosaure, où là, nous avons un partenariat étroit avec le Grand Cahors. Alors moi, je ne parle pas de galère, hein. Je suis très... j'ai été très influencé par le rugby, et en plus, on est en pleine Coupe du Monde, donc... c'est vrai que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un sport d'équipe. On est tous impliqués pour la préservation de ce patrimoine. Et au-delà de la mission de conservation et de protection de ce patrimoine géologique, il y a aussi des fonctions de médiation et de connaissance qui sont pour nous importantes et qui ont compté dans le fait que le parc soit candidat à la gestion de la réserve naturelle, puisque les missions d'éducation sont aussi, pour nous, Parc naturel régional, sont une mission à part entière. Donc on est vraiment sur des choses qui se rejoignent et qui sont vraiment complémentaires. D'ailleurs, je voudrais, pour compléter, dire que quand je parle de surveillance et de, disons, le maintien des sites à l'État, pour moi, la meilleure des actions, elle passe d'abord par la sensibilisation, l'information et la sensibilisation. C'est-à-dire que les moyens de la réserve ne le permettent pas. Et puis, de toute façon, ce n'est pas la philosophie de la réserve d'aller mettre, pour faire caricaturer, un gendarme derrière chaque site géologique. Il y en a 86, donc ça ferait quand même beaucoup, d'une part. Puis, d'autre part, c'est pas du tout l'approche. L'approche, c'est vraiment que ce soit les gens du territoire, et c'est d'ailleurs le but de cette émission, que les gens du territoire s'approprient ce patrimoine-là, et c'est eux qui en seront les meilleurs garants en tant que résidents sur place et en tant que meilleurs ambassadeurs pour ce genre de choses. En parlant de territoire, on va faire une petite pause musicale avec Xavier Vidal, qui est le garant un petit peu de cette culture occitane, en tout cas dans notre beau département du Lot. Et on se retrouve juste après pour parler des pertes de Témines. Comme un paire vigliavola bueno, comme un paire vigliavola bueno. L'abbigliavo de poco a poco, dopo si posava in poco. L'abbigliavo de poco a poco, dopo si posava in poco. Come un paio di intravola buena, come un paio di intravola buena. L'adintravo de poco a poco, dopo si posava in poco. L'adintravo de poco a poco, dopo si posava in poco. Come un paio di vigliavola buena, come un paio di vigliavola buena, come un paio di vigliavola buena. La bigliavo de poco a poco, dopo si posava in poco. La bigliavo de poco a poco. Come un paio di intravola buena, come un paio di intravola buena. La intravo de poco a poco, dopo si posava in poco.
Come un paio di battiola bueno, come un paio di battiola bueno, come un paio di battiola bueno, come un paio di battiola bueno. La battiola di poco a poco, cada cosa posava in poco. La battiola di poco a poco, cada cosa posava in poco. Come un paio di muliola bueno, come un paio di muliola bueno. La muliola di poco a poco, cada cosa posava in poco. Come un paio di furnabola bueno, come un paio di furnabola bueno, come un paio di furnabola bueno, come un paio di furnabola bueno. L'infurnavo di poco a poco, cada cosa posava in poco. L'infurnavo di poco a poco, cada cosa posava in poco. Come un paio di cusiola bueno, come un paio di cusiola bueno. La cujo de poco a poco, cada cosa posava in poco. La cujo de poco a poco, cada cosa posava in poco. Come un paio di monzavola bueno, come un paio di monzavola bueno, come un paio di monzavola bueno, come un paio di monzavola bueno. La monzavo de poco a poco, cada cosa posava in poco. La monzavo de poco a poco, cada cosa posava in poco. On se retrouve pour parler de géologie avec Thierry Pélissier et Catherine Marlas dans l'émission Une pierre deux coups. Juste une petite précision, Thierry, quand on parle de réserve, tu parlais tout à l'heure de plage au plétosaure. C'est la plage au ptérosaure. Ptérosaure, pardon. Donc la plage au ptérosaure qui se trouve à Creissac et qui est finalement une plage il y a 150 millions d'années. Et au lieu d'avoir des touristes, il y avait entre autres des ptérosaures tout petits, parce que les ptérosaures, les gens on imagine de suite des animaux gigantesques. En l'occurrence, c'était des ptérosaures guère plus gros que des moineaux, ou allez, on va aller jusqu'à une pie peut-être, mais guère plus. Et donc qui venaient à marée basse manger ce que la marée avait laissé traîner dans les flaques d'eau, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, donc ces animaux ont laissé des pistes, ainsi d'ailleurs que d'autres plus connus comme les dinosaures, ou d'autres moins connus comme les tortues ou les puces de mer, des choses comme ça. Et donc on retrouve leurs pistes fossilisées, et ça permet à travers la lecture de ces pistes de remonter jusqu'à leur comportement et à voir un petit peu comment cette plage, quelle était la dynamique, la biodynamique de cette plage donc il y a 150 millions d'années. Et on est vraiment en complément avec ce qui est dans les phosphatières, ou sur les phosphatières, on a par contre un temps très long. Donc à la pléoptérosaure, c'est un instantané, le temps d'une marée, et dans les phosphatières, c'est un temps très long, puisqu'on a 30 millions d'années d'évolution du climat, de la biodiversité. Dans les deux cas, on est sur des sujets qui ont des retentissements actuels très forts. C'est impressionnant parce que quand on parle de l'histoire, on parle de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans d'histoire. Là, on parle de millions d'années. C'est l'unité du géologue, le million d'années. Même le géologue a du mal à se le représenter, mais pourtant, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Alors maintenant, on va peut-être parler des pertes de tes mines. Thierry, est-ce que tu peux nous définir ces pertes déjà ? Une perte, c'est le moment où un ruisseau disparaît sous terre, et dans le Quercy, il y en a énormément, puisqu'il y a d'abord ce qu'on appelle le limargue, ou le terrefort quand on est au sud, c'est-à-dire des terrains argileux qui se trouvent du côté du Massif central, entre le Massif central et le Causse, et là-dessus, il y a énormément de ruisseaux qui coulent, et dès qu'ils arrivent au contact du Causse, par exemple à Témines, mais aussi à Téminette ou à la Ramière, enfin un petit peu partout dans le territoire, ces ruisseaux au contact du calcaire disparaissent sous terre. Donc c'est ce qu'on appelle une perte. Les pertes de Témines, c'est en fait la louisse qui disparaît sous terre, et après un parcours souterrain
plus ou moins bien connues, mais elles vont ressortir à Louis, la suite de Louis, aux sources de Cabouy notamment, et pour donner naissance à la rivière de Louis qui va rejoindre la Dordogne, donc un peu plus loin. Voilà. Donc ces pertes-là sont la tête d'un réseau spéléologique qui est un des plus grands de France. Puisque, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le 3e réseau spéléologique de France. Et donc, la semaine dernière, le club spéléologique du Trias, qui est le club de Thémines, en partenariat avec le comité départemental de spéléologie du Lot et avec le parc naturel régional, ont invité toutes les bonnes volontés à venir nettoyer les abords de la Perthe, puisque malheureusement cette perte a servi, comme beaucoup d'autres dans le Quercy, a servi pendant des années de dépotoir. Bon, ça c'est un problème à peu près réglé maintenant, mais il y a aussi tout ce qui est l'embroussaillement, les embâcles, etc. Et donc l'idée c'est de nettoyer. Chaque année, il y a un rendez-vous à l'automne pour justement nettoyer et faciliter l'évacuation des eaux, faute de quoi la Perthe pourrait se colmater et la vallée aux abords de Thémines se noyer. On écoute le sujet réalisé lors de cette journée ? Alors nous sommes ici à la Perthe de Thémines, aux Pertes de Thémines. Il y a une journée spéciale avec un chantier participatif. Je suis donc avec Guillaume Laurette, hydrogéologue au Parc naturel régional des Causses du Quercy. Et Christian Brunet, président du Trias, le club de spéléologie locale de Thémines. ces pertes de Thémines, qu'elles ont de particulier au niveau géologique ? La perte de Thémines, ou les pertes de Thémines, ça représente une entité géologique qui fait partie des entités emblématiques des Causses du Quercy, parce qu'en amont de ces pertes-là, les eaux ruissellent et forment une véritable rivière, ou du moins un cours d'eau, sur des formations géologiques qui sont imperméables et qui datent de l'ère primaire. Et ensuite, cette rivière-là va être mise au contact avec des formations du Jurassique, donc qui sont les formations qu'on retrouve dans une grande partie des Causses du Quercy. Et dès qu'elles vont rentrer en contact avec ces formations géologiques-là, donc qui sont des carbonates, qui sont des calcaires, et bien les eaux elles vont avoir la propriété de dissoudre ces calcaires-là et de former ce qu'on appelle des pertes karstiques, dans le langage un petit peu plus commun. Donc ce sont des trous où l'eau va pouvoir s'infiltrer intégralement dedans pour rejoindre une rivière souterraine qui va ressortir à plus de 20 km plus loin au niveau des résurgences de Cabouy, de Saint-Sauveur et un petit peu plus loin de Fontbelle. Au niveau spéléologique, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces pertes ? Alors, ces pertes sont connues depuis le Moyen-Âge. À travers les légendes, on sait que les gens de Thémines savaient que que l'eau qui se perdait à Thémines ressortait à Rocamadour. La particularité, c'est que les trous dont a parlé Guillaume sont assez importantes et ont permis une exploration de 6 km de galeries au niveau des pertes de Thémines. Donc il y a tout un réseau étagé avec des rivières souterraines, des réseaux semi-fossiles où l'eau y va temporairement et des réseaux fossiles caractérisés par des concrétions. Donc c'est 3 étages de galeries qui forment un réseau de 6 km qui est pour le Lot un réseau assez important. Et est-ce que ces galeries sont praticables aujourd'hui ? Absolument, ces galeries sont praticables actuellement. On peut avoir accès à une partie du réseau toute l'année, puisqu'il y a un accès supérieur fossile qui a été creusé. Ceci dit, le réseau des pertes de Thémines est un site classé. De ce fait, il y a un règlement d'accès encadré par un arrêté préfectoral et un arrêté municipal qui limite l'accès, mais n'importe quel spéléologue peut pénétrer dans le réseau par les pertes si le ruisseau ne coule pas jusqu'à ces pertes. Voilà. À quelle période de l'année alors on peut rentrer dans ces pertes-là ? De façon générale, on peut pénétrer dans les pertes de mai à novembre. Quel est l'objectif de cette journée aujourd'hui ? L'objectif de cette journée, ça va être de nettoyer ces pertes-là, c'est-à-dire de venir enlever certains embâcles qui peuvent se retrouver soit dans le cours d'eau de la rivière, soit dans l'entrée des pertes. Donc ça veut dire enlever des morceaux de bois, enlever toutes sortes d'éléments qui peuvent gêner le passage de l'eau et son infiltration en souterrain. Et qui participe à cette journée aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il participe des spéléologues de différents clubs locaux. Je peux les citer, Saint-Céré, Cagnac-du-Cos, Témines. Il participe aussi les gens du village. Et cette opération se fait en partenariat aussi avec la commune de Témines et l'association Culture et Patrimoine, qui est une association téminoise, dont l'objectif est de préserver et de faire connaître le patrimoine vernaculaire architectural, et notamment dans le réseau des Pères de Témines, l'ensemble des moulins qui ont été érigés du Moyen-Âge au XIXe siècle. Est-ce que ça a un lien que ces 2 moulins soient installés aux abords des Pertes de Témines? Absolument. On a remarqué que l'ensemble En fait, il y a 3 moulins sur le site des Pères de Témines qui sont construits en fonction de la morphologie des Pertes. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un système hydrographique qui permet de garder l'eau le plus longtemps possible pour alimenter les moulins, mais aussi de faire en sorte d'évacuer le plus rapidement possible l'eau des crues, car Louis, du fait du profil de son bassin versant, peut subir des crues très rapides, et on a des témoignages. L'association Culture et Patrimoine a trouvé des témoignages du 19e siècle de crues subites, et en quelques heures les moulins sont noyés. Donc il y avait tout un système de digues, de vannes et d'actes notariés qui obligeaient les meuniers à entretenir les pertes, et ce système de vannes et de digues pour réguler au maximum le débit de l'eau. Et aujourd'hui, donc, ces pertes vont être nettoyées. Est-ce qu'il va y avoir des études plus approfondies sur sa géologie, Alors actuellement, le parc naturel régional des Causses du Quercy porte un projet hydrogéologique en collaboration avec d'autres partenaires tels que le CEA, l'Agence de l'eau, la région, le département du Lot et des universités en France, sur la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de la grande masse d'eau du Causse de Gramat. Donc il s'agit de mener des opérations pour comprendre comment réagissent les eaux souterraines aux événements pluvieux et d'essayer de savoir quels contaminants elles peuvent transporter. Donc effectivement, les pertes de Témines, ça fait partie d'un réseau d'observation où on a installé des capteurs en amont de ces pertes-là. On a installé également des capteurs un peu partout sous le Causse de Gramat et en surface au niveau des exutoires. Donc effectivement, ce point fait partie d'un grand réseau d'observatoires pour comprendre et pour mieux protéger la ressource en eau souterraine. Avec la grande sécheresse de l'été dernier, est-ce que ces pertes-là ont été impactées? Alors impactées, pas vraiment, si ce n'est que comme il n'a pas beaucoup plu pendant cet été et qu'il a fait assez chaud, ces pertes-là n'ont pas été alimentées en eau sur sa partie terminale du moins. Donc après, l'impact sur ces pertes, je ne pense pas qu'il y en ait eu vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'on mène cette opération aujourd'hui, c'est parce que les embâcles, les bouts de bois, les morceaux qui viennent gêner ont stagné pendant tout l'été, et maintenant il faut les enlever pour éviter que ça gêne l'eau et pour éviter que tous ces éléments indésirables peuvent être emmenés en souterrain sur des eaux qui vont être captées pour l'alimentation en eau potable, notamment sur la ville de Gramat, de Rocamadour, de Gourdon, etc. Imaginons que l'eau n'arrive plus du tout dans ces pertes. Est-ce que ça peut modifier le site, la géologie du site? Alors non, ces pertes ont été creusées il y a déjà des millions d'années. Si l'eau se perd en amont, ne coule plus, le site restera tel qu'il est. Et à part les chutes d'arbres, des choses comme ça, rien ne peut après modifier l'organisation et l'aspect de ces pertes. Alors une des missions aussi de ces nettoyages, c'est de dépolluer le réseau, puisque l'eau amène non seulement du bois, mais aussi des détritus, du plastique, beaucoup de plastique, ferraille. Et un des objectifs aussi, c'est de dépolluer ce site. Et de sensibiliser les gens à ne pas jeter en amont leurs détritus. Tout à fait, exactement. Les gens qui participent au nettoyage se rendent compte que très souvent, ce sont des détritus que la société locale a jetés ou a laissés par terre quelques kilomètres en amont. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, quelques réactions justement après ce petit reportage?
Oui, mais Des disons compléments d'information aussi. je pense que l'opération elle-même est une nécessité et un service public, je crois, qui est rendu là par rapport à la protection de l'eau. Après, bon, l'impact directement de la sécheresse sur la perte, c'est sûr que simplement la période pendant laquelle ces pertes ne sont plus actives s'allonge chaque année un petit peu. Le vrai problème se trouve en aval, dans la réserve qui est stockée sous le COS, qui malheureusement doit baisser de façon régulière au fil des hivers trop secs, parce que c'est surtout l'hiver que ces aquifères normalement se rechargent. Après, en termes d'évolution de la perte, c'est sûr qu'à l'échelle humaine, on ne peut pas percevoir d'évolution significative. Par contre, à l'échelle géologique, si elles ne sont plus actives, elles vont finir par se colmater, elles vont finir par se concrétionner. Il y aura forcément des évolutions, mais c'est à une échelle de temps qui nous dépasse. On en revient au fameux million d'années de tout à l'heure. C'est pour ça que les géologues et hydrogéologues travaillent ensemble ? Mais disons que l'hydrogéologue, lui, il suit la qualité de l'eau et les quantités d'eau disponibles. Il a besoin, évidemment, du géologue pour définir un petit peu les géométries et la structure de son aquifère. Et puis aussi, disons que pour le géologue, c'est intéressant parce que l'hydrogéologue nous apporte des informations justement sur le degré de karstification, sur la façon dont l'eau traverse cette boîte noire, finalement. Parce que le COS, c'est une boîte noire. On sait où rentre l'eau, on sait où elle sort. Parfois, on a un petit regard à mi-parcours entre les deux. Bon, en l'occurrence, on a même un gros regard avec le Ligue du Bray qui permet de suivre la rivière souterraine sur 17 km à peu près. Mais souvent, on a juste un signal à l'entrée, un signal à la sortie, quelques informations au milieu, et c'est l'hydrogéologue qui, en étudiant les réponses aux crues et tous ces aspects-là, peut aider le géologue à définir un petit peu comment c'est karstifié dessous. En tout cas, c'est passionnant. Donc, c'est une des missions du Géoparc également de s'intéresser à la géologie, de s'intéresser à notre patrimoine. J'irais même jusqu'à dire, en fait, c'est de permettre aussi aux locaux de mieux connaître le patrimoine qu'ils ont sous leurs pieds, mais aussi de se réapproprier ce patrimoine. Et si je fais juste petite marche arrière par rapport tout à l'heure aux phosphatières. Je pense que ce qui est important, c'est que les actions, de permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce patrimoine géologique, permet aux gens aussi d'être beaucoup plus conscients d'abord des gestes qu'ils ont à avoir au quotidien, mais aussi de se réapproprier leur histoire. Si je reviens sur les phosphatières, ces phosphatières, pendant très longtemps, elles ont été polluées de différentes façons, des carcasses d'animaux, ça c'était, on va dire, dans le moins pire des cas, puisqu'on y retrouve quand même aussi des bidons avec des produits quand même toxiques, quand on mène des opérations de dépollution. Mais c'est aussi une blessure dans l'histoire locale. Elles ont été exploitées pendant une période très courte pour leurs minerais. Sinon, on n'aurait pas effectivement cette richesse et ce véritable laboratoire climatique, du changement climatique que l'on a dans le cadre des phosphatières. Et quand cette exploitation des phosphatières s'est arrêtée, on a eu des trous béants sur le COS. Localement, ça a effectivement créé des blessures. Et quand on dit aujourd'hui, nous, quand on se bat avec bien sûr les partenaires, pour mettre en lumière ces phosphatières et ce patrimoine géologique, et notamment en y amenant un label UNESCO. Alors, passez la surprise des locaux qui vous demandent qu'est-ce que vous avez comme intérêt à trouver, à mettre en avant des trous dans lesquels on a jeté les cagnades, comme on dit ici, pendant des années. Et nous, on leur dit, mais en fait, c'est une richesse patrimoniale importante. Mais il faut faire montre de pédagogie et faire feu de tout bois, de manière à ce que, du coup, cette histoire douloureuse finisse par être acceptée et qu'on recommence à être fier de ce patrimoine. Et là, on touche à l'intime, et ça prend du temps. Ça demande beaucoup de temps. Parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, les blessures elles sont là, et j'ai
me vient à l'esprit une action qui avait été menée par les phosphatières avec le parc naturel, qui s'appelle un spectacle qui s'appelait Trou de mémoire, qui effectivement racontait cette histoire-là, au travers de l'histoire d'un habitant. Et c'est vrai que ça a permis d'amorcer ce travail. Il a été amorcé, parce que l'action de l'association des phosphatières existe depuis longtemps, mais du coup, on a amplifié, en se mettant tous ensemble, on a amplifié ce travail de revalorisation, de réappropriation de ce patrimoine. Et quand on en a une meilleure connaissance et qu'on s'est réconcilié avec son histoire, comme disait Thierry tout à l'heure, en fait, c'est là que la population locale va nous aider, dans le cadre de la réserve naturelle. Parce que la protection de ce patrimoine géologique, comme on le dit, on ne peut pas mettre un gendarme par site géologique majeur, encore moins un gendarme derrière chaque personne. Par contre, que chacun soit conscient de cette richesse, ça participe vraiment à la protection, à la préservation. Et du coup, effectivement, dans le cadre... Ce label Géoparc, mais comme les nombreuses actions menées par le parc naturel régional depuis très longtemps sur ce patrimoine géologique, permettent de mener des actions de développement. On a plusieurs missions, on a préservation, protection, mais aussi la valorisation en menant des actions. On a des actions en lien avec le tourisme, puisqu'on mène de nombreuses actions pour développer le géotourisme, et ça fait partie des missions de base et inhérentes à tous les géoparcs mondiaux UNESCO, qui permettent de créer des sentiers de découverte du patrimoine géologique. Mais le patrimoine géologique, c'est au sens large, en fait. Si je prends un exemple d'action qui a été menée, le sentier de la brebis qui a été créé à Espédaillac, c'est le sentier de la brebis d'Espédaillac, mais parce que la géologie, la morphologie de ce territoire fait ça a rendu possible un élevage, et notamment l'élevage ovin, avec une race particulière, notre fameuse brebis à lunettes avec la cosse du Lot, qui effectivement, du coup, a pu se développer grâce à cette géologie particulière. Et on retrouve, du coup, ça permet d'expliquer aussi l'histoire locale, mais pas en ayant en tête, je dis souvent ça, on ne peut pas passer notre temps à regarder dans le rétroviseur. Par contre, se nourrir de cette histoire pour mener de nouvelles actions, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons quand on retravaille la filière pierre avec les artisans locaux. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Parce qu'effectivement, on a un territoire très particulier, d'une richesse, je pense, qui est incommensurable. Et il est bon que tout un chacun puisse se le réapproprier. Avant de passer à l'agenda, parce qu'il y a aussi un agenda dans cette émission, juste une question sur qu'est-ce qu'apporte justement ce référencement à l'UNESCO ? Il n'apporte pas directement d'espèces sonnantes et trébuchantes. En revanche, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, alors autant le dire. En revanche, comme je dis souvent à des personnes qui me posent la question, je ne connais pas de site qui se soit vu octroyer une reconnaissance UNESCO qui s'en plaignent. Elle a apporté le fait d'intégrer un réseau quand même, un réseau mondial. Il y a 147 géoparcs au monde, nous en avons un chez nous, en sachant qu'il n'y en a que 7 en France et que nous sommes le seul de la région Occitanie. Donc c'est quand même une particularité dont nous pouvons être fiers. C'est un label, la reconnaissance effectivement d'un patrimoine géologique exceptionnel, mais aussi la reconnaissance d'un travail de préservation, de médiation, d'éducation, de nombreuses actions auprès des jeunes publics notamment, tout public, mais le jeune public parce que c'est important. Je dis toujours que les décideurs de demain, ce sont eux. Donc c'est auprès des tout jeunes qu'il faut faire porter qu'il faut porter notre attention et leur proposer des actions éducatives qui soient de manière à les sensibiliser encore plus à la qualité de ce territoire. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les Lotois peuvent être fiers de compter un territoire qui a un label Géoparc mondial UNESCO. C'est effectivement la reconnaissance de tout un travail mené depuis de nombreuses années par l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités locales, les associations,
les acteurs sociaux économiques et puis l'habitant, l'autois, lambda qui vient, puisque toutes nos actions, elles sont aussi... elles ouvrent la porte à ce que chacun puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice. On aime bien faire d'une pierre plus que 2 coups, 3 coups, c'est encore mieux. Et c'est vrai que chacun se sente concerné par ce projet, c'est ça aussi, effectivement. Mais c'est une reconnaissance mondiale qui est quand même assez exceptionnelle pour un territoire comme le nôtre. J'insisterai sur la dimension de réseau et je mentionnerai juste un exemple direct de ça, c'est les géodélices. Puisque les géodélices, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont des chocolats notamment, ou des gâteaux qui ont été conçus par des artisans du territoire, artisans chocolatiers et pâtissiers, en s'inspirant d'objets géologiques justement dont on vient de parler. Et l'idée, elle a germé justement lors d'un congrès des géoparcs où nous participions, et c'est là que tout d'un coup cette idée nous est venue. Elle a été concrétisée sous une forme qui permet de parler de géologie autrement, puisque croquer des nodules de phosphate, je n'aurais jamais cru ça possible, et je peux vous le dire, c'est délicieux. Ça donne envie en tout cas. On ne va pas tarder à se quitter, mais avant, il y a quelques dates et quelques événements à annoncer. Oui, donc dans le cadre de toutes les activités du géoparc et de la réserve, un certain nombre de choses sont programmées. Donc les premières, vous pouvez les retrouver sur les cosseries du parc. Donc c'est le mercredi 13 novembre à Soulomès, une conférence de Jean-Baptiste de Panafieux sur l'être humain, une très ancienne préhistoire, donc pour découvrir un petit peu qui sont nos ancêtres, qui sont leurs cousins, comment ils vivaient, comment on arrive à retrouver un petit peu tout ça. Ça se passe donc à Soulomès, à la Grange du Cos, à 20h, c'est gratuit, et c'est organisé par la bibliothèque intercommunale Page à tout âge, dans le cadre de l'opération Cultive ta science, donc le 13 novembre. Le samedi 23 novembre, sur la commune de Saint-Cyr-la-Popie, à la visite d'un chantier de restauration d'une maison. On évoquait tout à l'heure le lien entre le territoire et sa géologie. Les maisons traditionnelles en sont une expression directe. Et concrètement, donc, il y a un rendez-vous qui est proposé à 14h30, place de l'église à Concosse, pour aller découvrir donc, une ancienne grange qui a été réhabilitée par Laurent Moll, un artisan bénéficiaire de la marque Valeur Parc, donc en respectant justement à la fois les contraintes modernes pour avoir un habitat écologique, sain, énergétiquement équilibré et tous ces aspects-là, et puis qui est basé aussi sur des matériaux tout à fait locaux liés à notre géologie. Et puis un point plus spécifiquement réserve naturelle qui aura lieu le samedi 7 décembre. Donc c'est une opération de dépollution d'une phosphatière. Il y en a déjà eu plusieurs qui ont été menées dans les années précédentes. Celle qui a été choisie cette fois-ci, c'est la phosphatière dite du Mas de Gaston sur la commune de Bâche. On y trouve pas mal de choses, et puis là c'est un peu technique parce que c'est très vertical comme qualité. Donc ce sont nos partenaires Spéléo qui vont assurer la remontée des encombrants qui se trouvent au fond, mais le public est invité à venir découvrir, visiter le chantier, et donc il y aura un fléchage qui sera mis en place entre 9h et 17h à partir du village de Bâche. C'est à un petit kilomètre du centre du village. Voilà, donc le samedi 7 décembre, et là aussi, évidemment, c'est une animation qui est gratuite. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission ? Sans problème et avec grand plaisir. Merci à vous.